Hello et bienvenue dans Wedding Divan, le podcast dédié aux pros du mariage. Je suis Magali Zarka, formatrice du Wedding Gang, officiante de cérémonie laïque et ancienne wedding planner avec plus de 100 mariages à mon actif. Si tu es entrepreneur dans le milieu du mariage ou que tu souhaites te lancer, ce podcast est fait pour toi. Comment réussir, comment se démarquer et surtout, comment durer dans le mariage? Autant de questions auxquelles nous répondrons ici via des interviews sans tabou de prestataires de mariage ou qui peuvent t'aider à améliorer ton business. On y abordera leur parcours, leurs réussites et leurs erreurs aussi parfois. Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le Wedding World. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello le gang, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Christelle de l'Atelier Wedding dans l'épisode du jour. Au-delà de son parcours impressionnant, elle a choisi le sujet passionnant de l'importance des process dans nos entreprises du mariage. J'adore, mais je ne t'en dis pas plus et je te laisse écouter. Hello Christelle, bienvenue dans Wedding Divan. Alors, on parlait un petit peu en off toutes les deux et on se disait justement que je te connaissais pas. Je te connaissais sans te connaître, c'est-à-dire que je te suivais mais j'ai pas creusé plus que ça. Et c'est Stéphanie du blog de la sœur de la mariée qui m'a parlé de toi et je suis ravie d'apprendre à te connaître aujourd'hui. Donc, bienvenue dans Wedding Divan. Merci pour l'invitation. Et c'était rigolo parce que moi je connaissais le podcast depuis un moment et puis je sortais de déjeuner avec mes deux copines blogueuses, donc la sœur de la mariée et M comme madame, et il y a Lolita qui me dit mais par rapport à ton réseau de franchise tu devrais trop intervenir sur le podcast. Et moi je me dis mais pour moi c'est à Magali de venir vers moi, c'est pas à moi de demander. Et donc là c'est la première leçon du jour pour tous les prestataires qui nous écoutent, c'est que il faut pas hésiter à demander en fait. Et ça c'est un conseil que je pourrais donner parce que en fait on peut s'ouvrir à des opportunités. Donc merci à la sœur de la mariée et à M comme madame de m'avoir dit de te contacter. Et j'ai un exemple aussi comme ça qui m'était arrivé il y a un moment déjà. On connaît tous Nessa de la mariée aux pieds nus. Et en 2017, donc j'avais que 2 ans de salon. Je rêvais de la faire venir sur le salon et qu'elle rencontre les prestats et tout. Et donc j'ai envoyé un email comme ça avec la boule au ventre en me disant qu'est-ce qu'elle va pouvoir me répondre. Et quand elle m'a dit oui, je suis OK pour venir sur ton salon, je trouvais ça dingue. Et voilà, si j'avais jamais demandé, Nessa, je serais jamais venue à mon salon et je serais jamais en train de parler sur ton podcast. Donc voilà, il faut oser. Clairement, parce que comme je te disais, moi j'ai pas creusé plus que ça. J'ai vu que je te suivais quand Stéphanie m'a parlé de toi et effectivement c'est moi qui suis venue vers toi en me disant écoute, Stéphanie m'a parlé de toi, viens. Et pour le coup, après j'ai un peu creusé du coup pour préparer l'interview et ça a l'air assez fou ce que t'as créé. Donc j'ai hâte d'en savoir plus sur toi. Et oui, je confirme, en fait, on te dira toujours non tant que tu n'auras pas demandé. Oui, c'est ça. Après, voilà, on peut te dire non, mais en vrai, peut-être que même parfois, on va te dire non. Et c'est non pour l'instant. Par rapport à toi, en fait. Même un non, faut pas le prendre personnellement. C'est ça. Et puis même, ça peut être aussi un non pour l'instant. Et puis, dans quelques années, la personne revient en disant, toi, on avait parlé il y a 6 ans. Et puis, en fait, maintenant, ça m'intéresse, tu vois. Enfin, t'en sais rien de ce qui peut se passer. Donc, demander, c'est hyper important. J'ai déjà entendu ce truc de se dire, c'est à Magali de venir vers moi. Mais en vrai, les interviews du podcast, je les fais soit avec des gens que je connais bien, que j'ai envie de voir dans le podcast, etc. Soit avec des personnes que je vois et que j'ai envie de faire venir. Soit c'est elles qui me demandent parce que en vrai, je peux pas connaître tout le monde, je peux pas voir tout le monde, je peux pas m'intéresser à tout le monde dans des petits, tu vois, vraiment en profondeur finalement. Et donc voilà, là c'est une opportunité en or pour moi en fait d'en apprendre plus sur toi. Merci, ça me fait. Donc vas-y, explique-moi ton parcours, qui tu es et comment t'es arrivée jusqu'ici. Voilà, comme ça je saurai tout. Et tout le monde saura tout. Moi, je suis Christelle. Mon projet à la base est de Nantes. Je l'ai créé en 2015. En fait, j'étais à la base chargée de communication dans un petit théâtre. Et c'est marrant ça, on a ça en commun.
C'est vrai? J'ai fait ça aussi. Dans le Ouais. culturel. Ok. Est-ce que tu connais un petit peu Nantes? Non. J'y suis allée une fois, hein, je connais pas. Au niveau culturel, c'est vrai que Nantes est connue quand même pour être assez avant-gardiste. Plus tu lances des projets fous, plus on te prend au sérieux. Donc, Ok. moi, je connaissais ce public-là de Nantais qui est quand même ouvert à des propositions modernes, originales. Et quand je me suis intéressée au monde du mariage, parce que j'avais une vraie attirance pour ce domaine-là, pour toute sa créativité que ça englobe, la photo, la papeterie, la déco, c'est que des métiers que j'aime beaucoup. Donc, quand je me suis intéressée au domaine mariage et aux salons qui pouvaient avoir lieu dans la région, c'était un peu la douche froide pour moi. Je me suis dit, mais est-ce que vraiment les Nantais se marient comme ça? Ou c'est juste qu'ils n'ont pas d'événements qui représentent leur modernité, quoi. Donc, c'est comme ça que j'ai lancé le tout premier salon alternatif du mariage en 2015. Il existait la Love et le Handy à Paris, mais il y avait très peu de salons alternatifs, pardon, en région. Et donc, bien sûr, les prestataires nantais attendaient que ça, en fait, qu'il y ait un salon qui les représente. Donc, il y a tout de suite eu un bel accueil pour le projet. Et notamment parce que moi, ce qui me tenait à cœur, c'était de faire une sélection de prestataires passionnés qui font un travail qualitatif, ça c'est sûr, mais avant tout d'y mettre beaucoup de bienveillance. Et ça, c'est mon critère numéro un de sélection. Et du coup, de cet événement, de ce week-end-là qu'on passait ensemble, il y avait une super énergie de réseau qui naissait. On avait envie de retravailler ensemble, de se recommander, de se retrouver sur les mêmes mariages ensemble. Donc, il y a une belle famille qui s'est créée grâce à l'atelier wedding. Mais c'est vrai qu'en dehors de ce week-end, une fois par an, il n'y avait plus rien. Il n'y avait pas d'outils pour nous représenter. Et donc, c'est pour ça qu'en 2019, 5 ans après, j'ai créé le blog qui porte le même nom, l'atelier wedding, et qui est le premier blog français 100% local. Donc, quand tu te connectes au site, la moindre photo d'inspiration, de mariage, la moindre adresse, c'est forcément à 100 kilomètres autour de Nantes. Donc, sur le blog, tu retrouves pas des mariages outre-Atlantique avec des budgets qui sont pas du tout représentatifs de ce qu'on peut faire dans l'Ouest. Tu retrouves pas un photographe de Lyon et un vidéaste de Lille. Le but, c'est vraiment que on présente que des pépites qui sont autour de nous. Et puis aussi de se dire, bah, euh, si je crée un énième blog mariage, faut que ça soit différent. Et le but de l'atelier wedding, c'est aussi de montrer du vrai, peu importe sa taille de robe, son budget, son orientation sexuelle, ses traditions familiales ou religieuses. On vient comme on est, comme chez McDo, C'est ce que et, j'allais euh, dire. et on trouve notre bonheur. Les prestataires sont là pour nous faire un truc sur mesure et tout en respectant nos valeurs du quotidien, parce que derrière l'atelier wedding, il y a aussi une démarche éco-responsable qu'on entend beaucoup parler maintenant, mais en 2015, parler d'éco-responsabilité dans le mariage, c'était quelque chose. Ouais, tu m'étonnes. Donc, tant mieux que ça s'est généralisé et que maintenant tout le monde en parle à tout bout de champ. Mais du coup, tu as été décoratrice aussi. Tu l'es encore ou pas? Je le suis plus. En fait, en 2015, j'ai vraiment lancé l'atelier wedding en même temps que mon activité aussi de prestataire du mariage. À la base, je faisais de la location de vaisselle vintage sous le nom de Grenier de Rosa. On était deux en France. Il y avait Vaisselle Vintage que tout le monde connaît et puis moi plus dans l'Ouest. Bon, après, le métier de location de vaisselle, c'est que tu fais de la plonge toute la journée. Donc moi, je crache pas dessus parce que c'est ce qui m'a permis aussi de quitter mon emploi de salarié, mais c'était pas le grand kiff, quoi. Donc, Ouais. ensuite, en 2017, j'ai créé Rosa Event Design, qui était là, pour le coup, là, j'accompagnais en décoration complète et c'était bien plus fun. Et les deux activités, je les ai vendues, le premier, le grenier de Rosa, je l'ai vendu en 2019 à Maison Option, donc vaisselle vintage. Et mon activité de décoratrice, comme j'ai développé l'atelier wedding en réseau de franchise, je pourrais en reparler un petit peu après, les CD aussi en 2022 parce que j'avais tout le temps de tout faire. Donc là, ton activité principale, c'est le blog. C'est vraiment que l'atelier wedding, donc le blog, le salon, qui est à Nantes, et qui s'est développé en 2022 en réseau de franchise. Donc maintenant, j'ai d'autres
Mama du Wedding qui le porte dans d'autres villes de France, à Angers, à Lille, à Bordeaux et au Mans. Eh ben. Tout ça, ok. Et donc tu veux en parler un peu plus de l'atelier wedding. Vas-y, explique-nous un petit peu comment ça fonctionne, comment ça marche avec les franchises. Raconte. Ouais, en fait, moi, mon envie derrière, c'est que on me demandait d'exporter l'atelier wedding dans d'autres villes, mais pour moi, si l'atelier wedding fonctionnait à Nantes, c'est parce que je suis nantaise, que je sais comment communiquer auprès des Nantais et que je connais mes prestats locaux. Et le but de le développer en réseau, c'est que d'autres personnes locales le portent dans leur ville. Donc derrière, il y a tout un travail qui a été fait pendant 10 ans sur les process, les outils. Tout est préfait, en fait, pour ces franchisés qui rentrent dans l'aventure. Mais l'intérêt aussi, pour moi, de le monter en réseau, c'est que ces personnes-là vont m'apporter leur connaissance du terrain et vont le porter en local de la même manière que je le fais à Nantes. Bah oui, je suis d'accord. Ouais, ça m'étonne pas. Et je pense qu'il y a certaines personnes qui vont se dire, ah ouais, mais enfin, tu vois, sur Nantes, est-ce qu'il y a de quoi faire, en fait? Par exemple, on doit te poser cette question-là, tu vois. Je veux dire, bah ouais, enfin, faire un blog pour une ville ou 100 kilomètres autour, est-ce que c'est viable finalement? Et moi, je connais la réponse, mais qu'est-ce que tu réponds à ça? Alors la partie blog, là on l'a développé. En fait c'est pas du tout un développement national, c'est un développement multilocal. Et quand tu arrives sur le nouveau site internet qui a été lancé pour le réseau de franchise, le lecteur est tout de suite invité à choisir la ville dans laquelle il va se marier, au plus proche de chez lui en fait, et il va se retrouver avec que du contenu local. Mais l'outil en lui-même, il reste national et du coup, il a une puissance nationale. Mais on veut vraiment que le marié qui se retrouve sur notre site, il ait du contenu local et il choisisse des prestataires près de chez lui. Et pour répondre à ta question de est-ce que c'est viable au niveau local, et justement là, on pourrait croire au départ que l'atelier wedding aurait bien plus de portée à Lyon et à Nantes ou à Bordeaux, où c'est vraiment des très grosses villes avec beaucoup de prestataires. Et on se rend compte que au Mans et à Angers, il y a encore plus de portée parce que on est tellement dans un référencement ultra ciblé, ultra local que t'entendras jamais parler de l'atelier wedding Le Mans à Strasbourg, mais en fait c'est pas le but. Et par contre, les prestataires du Mans et les mariés du Mans entendent parler que de ça, quoi. Ouais. Non, puis bah ouais, la niche quoi, la fameuse niche. Ouais, ouais. Et puis tu pourras aller voir les mariages qui sont sur le blog du Mans, c'est une tuerie. C'est vrai. Je m'attendais vraiment pas à ce que Laureline, qui porte l'atelier wedding du Mans, trouve des mariages comme ça, mais c'est des choses de fou. C'est du Mans, dans l'Orne, dans Mayenne, c'est beau. Trop bien. C'est quoi ton business model du coup avec ça? Alors, moi, j'ai la partie l'atelier wedding Nantes, comme si j'étais une franchisée de ma franchise. Et puis la deuxième partie, c'est par rapport à mon réseau est-ce que tu connais un petit peu le fonctionnement d'un réseau de franchise, la redevance, le droit d'entrée? Oui. Ouais. J'ai travaillé chez Subway, donc oui, un peu. On est bien plus dans l'humain. L'agence qui m'a accompagnée pour ce lancement, parce que il faut savoir que le droit à la franchise, c'est très réglementé en France. On ne fait pas n'importe quoi. On lance pas un réseau de franchise comme ça. C'est pas parce qu'on a 3 process qu'on peut se dire qu'on va lancer un réseau. Il y a un gros accompagnement derrière. Et cette agence qui m'a suivie, il m'a appelé la micro-franchise parce que ça reste quand même un truc à taille humaine, quoi. Et donc, comment tu marches, toi? C'est quoi ton modèle économique? Mon modèle économique, je l'ai dit, la partie l'atelier wedding Nantes. Donc, il y a les inscriptions au salon, les inscriptions au carnet d'adresse en ligne du blog, la partie club pro, mais qui reste raisonnable. Tu sais, on fait quelques after-work plusieurs fois par an, mais ça, c'est plus pour montrer qu'on peut s'intégrer dans la famille, même si on ne fait pas partie du salon ou du carnet. Et puis moi, ma deuxième partie, c'est en tant que franchiseur. Ok. Et dans toutes les régions, il y a aussi un salon? Ou il y a des régions où il y a juste le blog? Alors, les franchisés ont toutes un salon et la partie blog. Ok.
comment ça marche pour les prestats de ces régions-là? Soit venir aux afterworks, soit faire partie de votre carnet d'adresses, soit faire partie de votre salon. Comment ça fonctionne? Et les prestataires qui se trouveraient dans les régions sur lesquelles on a déjà une franchise, ils peuvent venir sur le site et contacter la franchisée en question. Après, il y a une sélection, mais on est ouverte autant aux prestataires qui se lancent tout juste, mais qui sont vraiment des pépites, que ceux qui ont plusieurs années d'expérience. Et puis aussi, je suis en plein recrutement des nouvelles personnes qui vont porter les prochaines franchises. Donc, faut pas hésiter à me contacter aussi s'il y a des villes, si les personnes qui nous écoutent sont dans des villes qui ne sont pas encore représentées, de me contacter pour que je leur donne des infos là-dessus. Faut savoir que là, rentrer dans l'atelier wedding, ça s'adresse à des personnes qui, en effet, ont déjà une casquette dans le mariage, qui sont wedding planners ou décorateurs ou officiants de cérémonie, qui ont des bonnes capacités d'organisation. Mais les deux casquettes vont très bien ensemble. Et l'avantage de l'atelier wedding, c'est que là, on se retrouve face à des clients qui sont des prestataires du mariage et non pas des mariés. Comme toi, tu as pu constater que on fidélise bien plus les prestataires du mariage. Donc, au niveau de la rémunération aussi, on n'est plus dans une activité saisonnière, même si on est toujours dans un pied dans le mariage. Ça reste quand même une activité qui est rémunératrice sur toute l'année. Et ça fait vraiment une rémunération qui est stable, quoi. Génial. Tu me parlais des process. Tu me disais, voilà, c'est hyper important les process. Pourquoi? Raconte-moi, pourquoi tu as voulu parler de ce sujet-là? Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, mais. Parce que on a tendance, déjà, aujourd'hui, la plupart des prestataires du mariage, ils se lancent en micro-entreprise. Donc, quand même, en France, c'est très facile, c'est très léger administrativement pour se lancer. Ça n'empêche que il y a des automatismes à avoir comme une grosse société. On peut prendre l'exemple sur les grosses sociétés. Et en fait, de mettre en place un système, alors, j'aime pas trop le mot système, je dirais plutôt avoir des ingrédients pour notre belle recette de réussite. Prends l'exemple, par exemple, de Starbucks. Peu importe si tu vas à Paris ou à Tokyo, tu rentreras dans le Starbucks. Le mobilier il sera le même entre Paris et Tokyo. La personne qui t'accueillera et qui te servira ton pumpkin spice latte, ça sera exactement les mêmes ingrédients à l'intérieur. Il te dira bonjour et la phrase exactement pareille que celui de Tokyo. Et il sera habillé de la même façon. Ça, c'est un système, en fait. C'est ce qui permet, c'est tous les ingrédients qui permettent d'avoir une vraie identité de marque. Et c'est, en fait, aussi tout ce qui va faire que ta qualité de prestation est toujours la même, en fait. Elle ne se perd pas. Et les process, en fait, c'est issu de ton système d'entreprise. Et c'est tout ce que tu vois, tout ce que tu constates dans ton entreprise qui est répétitif. À partir du moment où c'est répétitif, c'est que tu dois créer un process derrière. Et ça te fait gagner du temps, ça te fait gagner de l'énergie parce que notre cerveau, il est pas fait pour retenir toutes les micro-tâches. Encore plus quand t'es maman. La charge mentale perso est déjà suffisamment là. Donc, dans le pro, tu peux mettre en place des process, des modèles, des gabarits pour te faire gagner du temps. Et puis, pour que ta qualité, elle soit toujours la même si tu es dans une phase où tu es fatigué ou tu es malade, tu auras des process en place qui te permettront de te concentrer sur, en fait, ça te permet aussi de t'élever et de pas être concentré sur les nanotâches, mais plus avoir une vue d'ensemble et te concentrer sur la stratégie. Ça paraît clair, ce que j'ai expliqué? Oui. Pour moi, oui. J'espère que pour les autres aussi. Mais pour moi, oui. Et puis, souvent, on a peur parce que on se dit, si je mets des process en place, ça enlève de l'humain, on n'est plus dans le sur-mesure, on n'est plus dans le personnalisé, mais si, tout à fait, en fait. Je prends l'exemple d'un email type. Tu peux très bien personnaliser les 3 premières phrases pour avoir vraiment un accompagnement sur mesure, mais ça n'empêche que le jour où tu as créé ton email type, tu es prête à l'envoyer à tes mariés, tu sais que tu as passé du temps dessus, il y a toutes les informations exactes dedans, tu n'as rien oublié, hop, c'est bon, tu l'as ton process, tu l'as ton email type, tu l'enregistres
Et la prochaine fois, tu n'auras pas besoin de te dire, ah oui, je me rappelle quand j'ai écrit à Coralie et Bastien, mon email, il était top, je vais aller le rechercher dans les emails envoyés. Non, en fait, dès que tu recrées un truc plusieurs fois, autant l'enregistrer dès le départ et te dire, bon, bah, ça, c'est fait. C'est l'étape 1 du contact. Et puis ensuite, tu passes à l'étape 2, l'étape 3, l'étape 4. Mais clairement, enfin, moi, je dirais même au contraire. C'est-à-dire que le fait d'avoir des process te permet d'être beaucoup plus spontané derrière parce que tu as déjà des trucs carrés d'un côté et en fait, tu vas pouvoir avoir plus de latitude sur le reste, en fait. Donc, clairement. Et est-ce qu'il y a d'autres exemples concrets que tu pourrais nous donner à part l'email type que toi t'as mis en place dans ton entreprise, alors soit avec l'atelier, soit avec ce que t'as fait au niveau de la déco, de la vaisselle vintage, qui t'ont aidé finalement et qui t'ont fait grandir en tant qu'entreprise? Bah alors, quand j'étais décoratrice, j'avais sur Notion, je fonctionnais un peu en modèle Trello avec des colonnes. Et donc, j'avais de l'étape 1 où on me contacte et on demande un devis jusqu'à la dernière étape qui est demander un avis Google. Parce que ça, on oublie souvent l'après-mariage, récupérer les photos, les proposer à un blog et demander un avis client sur Google. Le fait de suivre un process comme ça de étape 1 à dernière étape, ça te permet de rien oublier. Donc, ça passe par les emails types, ça passe par un dossier d'infos, ça passe par peut-être un FAQ sur ton site. Si tu vois qu'il y a toujours les mêmes questions qui reviennent de tes clients, c'est qu'il y a un truc qui est pas clair et qu'il faut que tu mettes un process, un guide en place pour pas qu'on te repose ces questions-là, quoi. Tu as répondu une fois et puis c'est bon. C'est exactement ce que je me disais tout à l'heure sur le podcast, où en fait tu m'as posé la question de savoir, parce que j'enregistre toujours sur Zoom et je demande aussi à la personne d'enregistrer sur son téléphone. Et en fait, ça fait 2 ou 3 fois que je suis obligée de l'expliquer. Donc je me suis dit, je vais le rajouter sur mon guide de préparation pour justement être sûre de pas avoir cette question encore une fois, même si ça me dérange pas d'y répondre finalement. Mais en fait, ça fait poser des questions à la personne d'un côté et moi y répondre. Donc on gagnerait du temps à ce que je le mette dans mon process, dans mon guide. Donc tu vois, exactement. Un exemple concret. Et puis le process, il peut s'améliorer. Tu peux le mettre à jour en continu, quoi. Donc dès que tu vois que en effet la question revient souvent auprès de tes clients, et ben c'est qu'il faut que tu retravailles un petit peu ton email type ou que tu rajoutes une partie à ton site internet, etc. Donc l'atelier wedding, clairement, sans process, en fait, tu peux pas créer un réseau de franchise parce que derrière il y a un savoir-faire à prouver, une expertise. Et en fait, les process, ça permet en effet que si toi, tu n'es pas là pour expliquer étape par étape, la personne, elle n'a pas besoin d'être dans ta tête pour comprendre ce qu'elle doit faire devant son ordi. Donc, tout ça, c'est que des process. C'est que des process, des manuels opératoires, des guides. On n'en finit pas d'accompagner sur tout ça. C'est clair. Est-ce que tu as fait des erreurs sur tes process que tu pourrais partager avec nous? J'avais vu cette question-là mais non, j'en vois pas en fait. Ou est-ce que l'erreur principale, c'est de pas avoir fait des process dès le départ, peut-être? Ah ben oui, ça évidemment. Ou de se dire, oh là là, ça va prendre trop de temps, c'est une machine de guerre, je remettrai ça à plus tard. Mais en fait, on peut commencer vraiment petit à petit. Comme je te le disais, dès qu'on a fait un email qu'on considère parfait, hop, on enregistre un email modèle, on rajoutera des choses éventuellement après. Et puis voilà, mais... Après, ouais, on parle de la franchise, etc. Mais c'est la même chose avec la délégation. Je sais pas si tu as des personnes qui travaillent avec toi ou pour toi. Ouais. Mais quand tu dois déléguer, bah, si t'as pas de process, c'est chiant. Ouais. Et puis, en fait, d'avoir ces process-là qui te permettent de déléguer, ça te donne une crédibilité aussi. Si tu vas voir la banque et que tu lui dis, je suis la seule à tout faire et qu'il y a que moi qui peux le faire comme ça veut dire que le jour où tu es malade ou il t'arrive le moindre truc, il y a personne qui peut prendre le relais derrière. Donc, clairement, toute l'entreprise est sur tes épaules et sur ton cerveau. Parce que c'est en plus, si t'as pas de process, tout est dans ton cerveau. Hein. Donc, on peut pas deviner. À l'extérieur, on peut pas deviner ce que tu fais. C'est vrai. Donc, il y a ce côté-là, délégué,
qui permet aussi de gagner en sérénité, de se dire si je suis malade ou si je pars en vacances, on peut prendre le relais sur une partie des choses que je fais. Parce que ça ne veut pas dire qu'on doit tout déléguer et donner le secret de tous nos process, hein, loin de là. Il y a le côté justifié d'un savoir-faire, et le jour où on a envie de vendre l'entreprise, comme moi j'ai pu le faire sur Rosa Event Design par exemple, on a des process qui prouvent notre expertise. Il y a le fait de gagner en concentration parce qu'on se concentre pas sur les micro-tâches, mais plutôt sur la stratégie. Et puis, il y a le fait de gagner en énergie, quoi. Et qu'en fait, en fonction de notre énergie, de notre humeur, notre qualité de service ne varie pas. Et oui, parce que du coup, tu as des trucs en place, donc tu as juste parfois à faire des copier-coller, et du coup, ça t'enlève de l'énergie, ça t'enlève de la charge mentale, ça t'enlève plein de trucs. Bien d'accord. Même si tu es en période de cycle, que tu es au fond de ton canapé en pyjama, personne ne remarquera que ton email, il fait hyper pro et tout va bien. Mais oui, parce que en fait, tes clients, ils savent pas que c'est le même mail que le voisin, en fait. On s'en fiche, finalement. Si le mail est bon et que tu peux le personnaliser un peu, ça suffit, en fait. Ouais, carrément. Et donc on en parle depuis tout à l'heure. C'était une question que j'avais notée, mais peut-être qu'on peut rajouter d'autres choses. Je ne sais pas. Je te disais comment le fait d'avoir des process bien établis change la vie de ton entreprise et celle de tes clients, justement. C'est un peu ce que j'ai dit, c'est que le client en face, il a la réponse à toutes ces questions. Il a vraiment le sentiment de s'adresser à une entreprise qui est pro, qui est carrée. Et moi, la vie de mon entreprise, c'est que clairement, aujourd'hui, je suis sur un temps partiel. Enfin, j'ai toujours été sur un temps partiel. Je tourne autour de 20-25 heures semaine. J'aurais jamais pu créer un salon, un blog et un réseau de franchise sur ce planning-là si j'avais pas derrière des gros process, quoi. J'avoue. on est à peu près sur le même temps. Après, je sais pas. Quand j'ai commencé à calculer mon temps, j'étais à 25, entre 25 et 30 heures par semaine. Ouais. Quand tu vois à l'extérieur, la plupart des gens, ils se disent wow, Magali, elle doit faire des heures de fou. Ouais, alors je pense que j'ai aussi pas noté tous les moments où j'y pense. Donc ça, c'est encore autre chose. Non, mais ça, c'est nuit et jour. Hein. Ça, j'ai pas trouvé c'est ça. recette. Hein. Bon, j'ai investi un été dans un téléphone à touche pour ne pas avoir Instagram, etc. pendant mes vacances. Donc, je peux te dire que les 6 heures de route, je regardais tous les panneaux de tous les villages dans lesquels on passait. C'est trop bien. Ça change un peu. Le conseil que je peux donner, acheter un téléphone à touche. Mais sinon, t'es obligé d'y penser tout le temps, en fait. C'est ton bébé. Je sais pas comment font ceux qui le font pas, en tout cas, ça, c'est sûr. Ouais, ça, c'est clair. Justement, la question d'après, c'était quel conseil tu pourrais donner aux pros du mariage pour établir des process qui vont améliorer leur efficacité et leur service client? Alors, lister déjà ce qu'ils font de manière répétitive. Ça peut tout de suite amener à des process. Lister les choses sur lesquelles il y a les questions des clients qui reviennent très souvent, les choses qui n'ont pas l'air claires. Ça peut aider aussi. Donc, tout à l'heure, tu disais donc FAQ, emailing, enfin, tous les emails, en fait. Ça peut être des guides. Je pense, par exemple, aux photographes. Ils se retrouvent peut-être toujours en séance à se dire « Oh mince, la personne, elle s'est habillée en rouge et son chéri, il avait une chemise rayée, ça va pas ensemble. » C'est peut-être de faire un guide des tenues à porter, des nuances de couleurs à porter pour faire une séance photo, une séance famille, par exemple. Ça gagne du temps, il gagne en qualité derrière parce que ces photos représentent son identité de marque. C'est des petites choses comme ça, quoi. Oui, je pense aux officiantes aussi qui peuvent faire des guides sur comment placer la cérémonie à l'ombre, des choses comme ça, ou les wedding planners sur le planning par rapport à comment ça va se passer. Même ça marche pour tous les prestataires. J'en parle souvent à mes coachés. Mais de dire, quand on rentre dans l'accompagnement avec moi, ça va se passer comme ça. Et à tel moment, il y aura ça, à tel moment, il y aura ça, à tel moment, il y aura ça. Et en fait, quand les mariés te relancent sur certaines choses, tu peux leur renvoyer ce process-là en disant, on en est là et on n'est pas en retard, en fait.
Voilà. Et ça permet de rassurer tout le monde, surtout toi, en fait. Ouais. Ben moi, quand j'étais décoratrice, je donne un exemple dans la location de matériel. Souvent, on a des boires et on reçoit la déco le lundi moyennement bien emballé. Ben, c'est peut-être de faire un guide qui montre comment dans tes caisses, photographier les caisses, comment tu les as rangées et donner quelques petits tips, tout en mettant les rondeurs pour que le client il se prenne pas des réflexions en pleine face, mais vraiment, bah oui, donner des tips de comment bien rendre le matériel. Sinon, c'est facturé temps, quoi. Et ouais. Clairement. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux rajouter sur la partie process ou on a fait le tour? Après, les process, là, on a parlé surtout de service client, mais les process, c'est aussi en interne. Comment on fait sa compta, quel planning on a. En fait, avoir des rituels et des choses qui s'instaurent et qui deviennent vraiment automatiques. Genre, le lundi matin, moi, je fais mes articles de blog. L'après-midi, c'est plus les réseaux sociaux. Je sais que j'ai 30 minutes de traitement des emails par jour. Tout ça, ça me permet de me mettre un peu en pilote automatique et d'avoir des rituels comme ça, c'est important. Ouais, moi, j'arrive pas à m'y tenir, ça encore. Les process, c'est bien pour tout ça, faire des modèles sur Canva de story, faire un calendrier de publication pour les réseaux sociaux, si c'est pas notre fort et qu'on recule dès qu'on a un message à publier, faut peut-être faire un process de publication sur un mois, un calendrier type avec des choses qui reviennent régulièrement et ça aide. Ouais, alors moi j'arrive pas encore à faire l'histoire de me tenir vraiment chaque semaine je fais ça, etc. parce que j'y arrive pas. Par contre, au mois c'est fait, tu vois. C'est-à-dire que je sais que dans le début du mois je vais faire l'analyse du mois précédent en termes de chiffres, en termes de ce qui s'est passé sur les réseaux, de mes écoutes sur le podcast, enfin voilà, de vraiment faire l'analyse de ce qui s'est passé sur le mois précédent. Je vais faire la compta avec mon assistante, pareil en tout début de mois où on commence en fin de mois et on finit en début de mois. Voilà, tous ces trucs-là. Après sur la création de contenu, il y a des mois où je vais arriver à faire 3 semaines ou un mois d'un coup sur 2 jours répartis et d'autres où en fait ça va être plus au feeling parce que voilà des moments où mon énergie ne me permet pas de faire un mois de contenu d'un coup. Mm-hmm. Le podcast, c'est pareil. Avant, j'avais des rendez-vous tout le temps, machin. C'était là maintenant, voilà, c'est plus réparti. Je batch aussi les intros et les outros, tu vois. C'est les intros du podcast, le début et la fin du podcast que j'enregistre. Tu vois, là, je vais faire le tien en même temps que les 2 précédents. Ouais. Comme ça, je perds un peu moins de temps aussi. Ben oui, parce que en fait, si tu passes de tâche en tâche, il faut ouvrir des logiciels qui sont différents, il faut se remettre dedans, donc. J'avais la solution, tu vois, de faire les intros, les outros après chaque interview. Mais en général, je finis quand j'ai fini, tu vois. C'est-à-dire que je dois partir après l'interview parce que j'aime bien parler avec les gens, j'aime bien connaître les gens, et donc du coup, c'était plus compliqué, quoi. Ouais. Donc je préfère batcher 3 d'un coup, quoi. Mais c'est un process. Bah oui, c'est un process. Et si ton process il est sur mensuel et que dans la semaine c'est tes postes d'activité, tu les transfères et tout, c'est ok, hein. Il y en a Bah qui oui, c'est ça. prennent à la Faut journée. s'adapter à qui on est, quoi. Ouais, et puis d'analyser à quel moment tu as l'énergie. Est-ce que tu es plus du matin? Est-ce que tu es plus de milieu de la nuit? Chacun est Les différent. chronotypes. Je sais pas si tu connais ce truc, mais c'est la vie. C'est pour ça que je fais que mes interviews de podcast. Enfin, 90% du temps, c'est l'après-midi. Parce que j'ai beaucoup plus d'énergie. Ouais. Moi, l'après-midi, je suis en digestion, tu vois. Donc, Écoute, jeter pendant ta digestion. Ok, écoute, je te propose qu'on passe aux questions que je t'ai pas envoyées. T'es ok, on y va? Ouais, c'est surprise. Yes. Est-ce qu'il y a une phrase qu'on t'a dit d'entrepreneur, d'entrepreneuse, qui restera dans ta tête toute ta vie? Bah, sans réfléchir, quand une prestataire m'a dit ah ben toi de toute façon t'es notre mama du wedding et je l'ai réutilisé depuis parce que ça m'a beaucoup touchée parce que derrière oui en effet j'aime chouchouter mes prestats les accompagner et ouais, ça me fait beaucoup plaisir qu'on m'ait dit ça. Trop bien.
Si demain, t'avais 1 million d'euros sur ton compte qui arrive comme ça, qu'est-ce que tu ferais avec? Je me barre. Tu te barres? Tu vas où? Je vais au Mexique. Ok. Mon mari est mexicain, donc je l'amène direct au Mexique. Ok, donc t'arrêtes tout ce que tu fais là. Non, je pense pas. Non. C'est. Ok. Il me l'a demandé des fois. Hein, est-ce que tu verrais aller au Mexique? Mais non, j'aime trop ma vie ici. Hein. Non, Bah, tu vois. Je reviens. Je pars au Mexique, mais je reviens. Alors 1 million, faudrait être intelligente et voir comment l'investir pour que ça dure. Parce que finalement, ça peut partir très vite 1 million. Clairement. Donc la première chose que tu fais, c'est quand même aller au Mexique. Et après, tu regardes pour l'investir. Ouais. Ok. Et tu pars combien de temps au Mexique alors? Au moins 1 mois. 2 mois. 2 mois avec 1 million, quand même 2 mois. Ouais. Ok. Et donc, mes 2 questions préférées, c'était à quel âge la pire période de ta vie? Pire période de ma vie, 4e, quand on m'emmerdait et que j'étais très timide, très timide, pas super bien dans ma peau. Et j'avais des filles qui m'embêtaient en 4e. Ok. Et qu'est-ce que tu dirais à la Christelle de 4e maintenant avec le recul que tu as sur ta vie? T'inquiète, ça va le faire. Ok. Super. Écoute, merci beaucoup Christelle. C'était un plaisir de t'avoir et d'apprendre à te connaître. J'espère que on aura d'autres occasions de parler, de se voir en vrai, d'échanger. Et c'était un plaisir en tout cas. Avec grand plaisir, Magali. Toi, t'es dans quelle ville? Je suis dans le 95. Enfin, entre le 95 et le 77. Ça dépend si je suis la semaine avec mon fils ou la semaine avec mon homme, tu vois. D'accord. Et oui, espérons qu'il y ait un atelier wedding proche de toi bientôt. Avec plaisir. Ça marche. En tout cas, merci beaucoup et à bientôt. À bientôt, Magali. Ciao. Et voilà le gang, j'espère que cet épisode t'aura plu autant qu'à moi et que tu auras appris plein de choses. Si c'est le cas, partage-le sur Insta et tag-nous Christelle et moi, ça nous fera trop plaisir. Et tu le sais maintenant, tu peux nous mettre aussi 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître Wedding Divan. Je te remercie infiniment et je te dis à très vite pour le prochain épisode.